êtes les bienvenus sur le plateau de Lady vous écoute. Notre sujet aujourd'hui s'intitule Violence aux femmes, tolérance zéro. Piqûre de rappel, nous avons tant et tant de fois parlé des violences en l'endroit des femmes, mais une fois de plus, n'est pas de trop. Nous parlerons des violences, notamment à la faveur de la visite sur ce plateau d'une personne qui a écrit un ouvrage sur ce sujet-là. Deux dames aujourd'hui qui ont accepté de participer à cette émission, de donner leur point de vue et puis de vous faire parler, vous qui nous regardez, puisque comme à l'accoutumée, nous sommes en direct. 01 45 55 76 87, c'est le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre. Dans une deuxième partie d'émission, nous aurons la parole d'un homme sur ces sujets-là et d'une autre manière tout inattendue, peut-être une manière qui va vous toucher bien plus. Juste à ma droite, Princess Ayelotin, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et vous avez à votre actif plusieurs ouvrages, je ne sais même pas par lequel commencer. Anaïka, oui. Que je vais montrer aux éditions Ménébuc. Merci d'être venu nous voir. Et avec nous sur le plateau, Séverine Berger. Bonjour Séverine. Bonjour Lady. Vous êtes attachée de presse. Votre boîte s'intitule Vive comme. C'est bien cela. Et vous n'êtes pas venue toute seule. On aura la surprise, pour ceux qui n'avaient pas vu déjà Afro Night, de découvrir une personne qui vous accompagne. Merci en tout cas d'avoir accepté de participer à cette discussion. Tolérance zéro en l'endroit des femmes. Est-ce que cela vous parle? Ça me parle. En tant que femme, ça me parle, forcément. En rappelant que les dames si présentes ne font pas des témoignages sur leur vie personnelle, encore que on pourrait, si on le voudrait, y aller des témoignages. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? En fait, c'est quelque chose qui, c'est pas forcément quelque chose qui se passait dans ma vie, en fait, parce que c'est des choses qui, autant de moi quand j'étais un enfant, j'ai grandi, j'ai vu des choses qui vraiment choquantes en fait par rapport à comment on traitait les femmes et tout autour de moi, et jusqu'à tout, c'est presque les choses en fait, tous les jours que je vois, et je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose, il faut forcément faire quelque chose, il faut pas penser, il faut pas laisser des choses comme ça et penser et après ça va changer. Mais peut-être les hommes, il va changer autant de femmes, mais peut-être les femmes, il va réagir elles-mêmes. Donc je me suis dit absolument, il faut absolument parler de ça, il faut absolument que les gens sachent qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait, il faut arrêter ça. Donc c'est la manière que je me suis dit qu'il faut absolument commencer à écrire. Et depuis, je crois que quand même, il y a des changements quelque part, même si ce n'est pas beaucoup, bon, quand même, je crois qu'on va y arriver. Votre pays d'origine, c'est le Nigeria. Quelle est la situation des femmes au Nigeria aujourd'hui? Je crois qu'il y a un grand changement maintenant, ça change, c'est pas comme avant. Donc, c'est-à-dire, maintenant, on peut voir les femmes maintenant qui commençaient de réaliser leur propre opportunité, leur propre chance de faire des choses. Avant, ils sont toujours comment peut-être ils sont. Avant, c'était comme il faut dépendre sur les hommes, il faut dépendre sur leur mari, il faut dépendre sur la société et tout. Bon, maintenant, on voit beaucoup de femmes qui commençaient de sortir maintenant, qui commençaient de réaliser des projets elles-mêmes sans dépendre, sans attendre que quelqu'un leur demande, leur dit qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, elles ont commencé de faire des projets eux-mêmes et tout. Et elles sont quand même de l'indépendance qui n'a pas avant, qui sont pas avant. Donc c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'était pas comme avant. Et je peux vous dire que la vérité, c'est maintenant tout ça change. Maintenant, les choses ont changé. En France, comment se passent ces questions-là? Je rappelle que vous n'êtes pas spécialiste de la violence faite aux femmes. Cela étant, en tant que citoyenne, vous avez un retour des médias. Quel ressenti avez-vous aujourd'hui de cette question? Effectivement, je ne suis pas une experte, mais à mon avis, en France, on a quand même des droits en tant que femme depuis plusieurs années par rapport à d'autres pays, mais il y a peut-être une régression dans notre société actuelle du regard sur les femmes qui prennent beaucoup leur indépendance mais qui ont peut-être du mal à trouver leur place, et il y a encore beaucoup sans parler de violence physique, mais on va dire sur le plan moral, peut-être encore beaucoup de violence peut-être plus sur le plan moral dans le milieu du travail aussi, de discrimination, si on peut parler peut-être plutôt de discrimination, de la place de la femme dans le monde du travail par exemple.
Je voudrais toutes les deux vous emmener découvrir un élément magnéto qui a été fait à Dakar par ONU Femmes, car les institutions se penchent sur ces questions-là et vous les montrer une fois de plus n'est pas trop. Regardez avec nous. La campagne du secrétaire général des Nations Unies pour mettre fin aux violences faites aux femmes lancée en 2008 prend un nouveau tournant. C'est à Dakar et durant 2 jours que les ONG internationales, les partenaires techniques et financiers ainsi que ceux du secteur privé sont venus valider le plan d'action 2011-2015 pour lutter contre le fléau. Il y a surtout la violence économique, la violence physique et les violences sexuelles. Parce qu'on nous dit que dans les couples, il n'y a pas de viol. Il y a toujours des scènes de viol. Parce que par exemple, je peux donner un exemple concret. Un monsieur qui divorce avec sa femme, à qui on demande de loger la femme dans la même maison, il n'a pas le droit de fréquenter même la chambre de cette femme parce qu'ils sont déjà divorcés. Mais ce que nous entendons, les témoignages que les femmes viennent nous dire, c'est que ces gens-là, ils sortent jusqu'à 3 h du matin, 4 h du matin, ils se saoulent, après ils viennent, ils agressent la femme dans la chambre. Bien que difficilement quantifiables, les violences à l'encontre des femmes et des filles revêtent de nombreux aspects. Le défi étant surtout de contrer les pesanteurs socioculturelles. Ces pesanteurs empêchent les victimes de s'exprimer ou d'entamer des procédures judiciaires contre leurs bourreaux. Nous avons étudié les déterminants de la violence faite aux femmes, aussi bien en milieu domestique, en milieu communautaire que dans les zones de conflit, pour essayer de comprendre quels sont les facteurs qui sous-tendent les actes de violence à l'égard des femmes et essayer d'apporter des solutions. L'objectif ultime de cette rencontre est de sensibiliser et de développer des campagnes de plaidoyer pour limiter, voire éradiquer les conséquences des violences faites aux femmes. 01 45 55 76 87. Dans notre sujet aujourd'hui, nous parlons de ces sempiternelles violences en l'endroit des femmes. Vous l'avez entendu dans cet élément, il y a des violences conjugales, des violences d'ordre institutionnel quelquefois, des violences à tous les étages et nous sommes là pour en parler. Je voudrais vous demander de réagir à cet élément. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? C'est pas mal de choses, mais surtout voilà, enfin le fait que effectivement c'est dur pour une femme par rapport à son mari d'avoir le droit et d'affirmer qu'elle refuse d'avoir des relations sexuelles. Le viol conjugal. Voilà, oui. C'est ça, ouais, surtout ça. D'aucuns pensent que le viol conjugal est un vain mot, qu'il n'y ait pas question de viol au sein d'un couple pourtant. Oui, alors qu'effectivement, ce que ça peut arriver, c'est des choses qui sont assez tabous, je pense, et même en France, à mon avis. Quand il n'y a donc pas consentement de madame, c'est un viol conjugal et le viol conjugal est puni par la loi bien plus fort qu'un viol commis à l'extérieur par une personne qu'on ne connaissait pas. Pour quelle raison ? Moi, je vais vous dire, ça dépend, cette question que vous m'avez posée, c'est par rapport à ça dépend de la société en fait. Oui. Parce que si vous parlez par rapport à la loi contre tout ça, je crois que vous savez, par rapport à les femmes, elles ont de la chance plus que les femmes. Ça dépend en fait du pays en Afrique. Parce que si les choses comme ça arrive au Nigeria, je vais vous dire, il faut mieux aussi la femme, si elle le garde chez elle, en fait, si elle ne rien dit, en fait, parce que personne ne va le croire. Quand elle fait état du viol conjugal, on n'y croit pas. Il y a un vol, personne ne va le croire, parce que même si elle va parler avec la famille, peut-être sa famille, sa propre famille, sa maman, son père, personne, ils vont essayer de ranger ça entre eux. Et après, parce que c'est comme si c'est la honte, ça donne la honte. Elle va parler que son mari l'a violée. Et même si elle parle de ça, elle va dire c'est ton mari, et alors pourquoi tu crier? Il est capable de faire qu'est-ce qu'il peut faire parce que c'est son mari. Et donc, c'est comme si on le considère comme s'il peut faire tout, en fait. Il a le droit de faire tout, donc elle ne pouvait rien faire. Même si elle a passé jusqu'à aller devant la police pour aller porter plainte, c'est quand même embêtant parce que la police va le dire. La police va dire il faut absolument qu'on te compose, c'est les choses personnelles. Allez ranger chez vous et vous allez chez vous et vous rangez entre vous et comme ça, personne ne parle plus. Vous imaginez des choses comme ça. Donc, mais en France ici, les choses comme ça, il y a des choses qui arrivent. Elle peut partir tout de suite devant la police, elle peut porter plainte. Mais donc, je vous dis, c'est question de la société, c'est question de comment les femmes sont protégées dans la société. Donc, c'est question de la vol par rapport en Afrique. C'est pas pareil comme ici. Le viol conjugal, donc une question qui se pose à vous. Êtes-vous d'avis qu'entre époux, il puisse y avoir un viol, sachant que le viol ou le violeur peut être une violeuse quelquefois? Vous entendez cela aussi?
Rarement. Enfin, moi, je ne l'ai jamais forcément entendu, mais je pense que ça peut arriver, effectivement. Un mari a-t-il le droit de vie et de mort sur la personne de sa femme au prétexte que c'est sa femme, justement? Non, enfin, non, je dirais non. Bien sûr que non. Là, ça me choquerait de dire oui. Non, non. Les violences ne sont donc pas seulement les violences d'ordre conjugal, il y a des violences domestiques à l'endroit des filles, des jeunes filles, dans la manière de leur parler, dans la manière de réprimander. Ouais. Vous vous direz bien, mais pourquoi les jeunes filles seulement? Il y a les petits garçons. Mais quelque part, n'est-on pas en train d'induire dans une société, lorsqu'on a un comportement donné avec une jeune fille, que, ma foi, si elle devient une femme, elle est susceptible de pouvoir continuer à recevoir des coups? Oui, effectivement, c'est un comportement très machiste et qui peut arriver quand on décide que dans la société, effectivement, la femme reste cantonnée à une certaine place et dès petite, on cantonne les petites filles à certaines tâches qui seront toujours leurs tâches toute leur vie. Effectivement, ça c'est ancré dans la société, mais je pense qu'en France et même en Europe, c'est comme ça, du moins en Europe du Sud. En Europe du Sud, pour ma part, de mon expérience personnelle, j'ai beaucoup vécu en Espagne, oui. Qui est un pays où il y a beaucoup de violences faites aux femmes. Oui. C'est très dénoncé et je pense que ça l'est moins dénoncé en France, mais que ça arrive aussi de la même manière. Mais en Espagne, c'est un vrai phénomène de société et voilà, effectivement, ce sont des choses qui s'immiscent dans la société dès le plus jeune âge. La différence entre l'éducation vers les petits garçons et envers les petites filles. Plus on descend au pays du soleil, plus les hommes prennent un coup de soleil sur la tête et tapent sur les femmes. Alors, vous écrivez pour qui, Princesse Aïdotan? Vous écrivez pour qui? Personne me demandait la même question parfois. Est-ce que c'est seulement pour les femmes? Et je dis non. C'est pas seulement pour les femmes parce qu'en fait, il y a des hommes aussi qui voulaient savoir qu'est-ce qui se passait par rapport à cette histoire de violence conjugale. Donc, c'est pas spécifique. Je n'ai pas resté c'est-à-dire, je n'ai pas écrit seulement pour les femmes, non. C'est pour tout le monde qui peut comprendre que la violence conjugale, il faut arrêter. C'est les choses qu'il faut absolument qu'ils s'arrêtent, parce que ça s'arrête, parce qu'il ne faut pas que ça continue comme ça. Parce que c'est-à-dire, on peut dire dans 5 femmes dans un cimetière, juste dans un cimetière, 5 femmes, 3 femmes sur 5, elles sont mortes par rapport à violence conjugale. De ça. Donc il faut absolument que ça s'arrête, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Qui est Anaïka? Anaïka, en fait, c'était une femme qui, sa fille, elle est morte, en fait, elle est morte, elle était partie par rapport à, pendant les histoires le séisme en Haïti. Oui. Et la façon que les gens regardaient, les gens étaient avec elle, ils ont essayé de parler avec elle et tout. Mais ils ne sont pas au courant, le problème c'est qu'ils ont essayé de tout faire pour le calmer et tout, mais ils sont pas... Après, ils sont partis, mais ils ont oublié qu'est-ce qu'elle a subi après, par rapport à, comme en tant que mère et quelqu'un qui perd un enfant et tout. Donc c'est une femme qui a perdu son enfant. En fait, c'est l'enfant qui était parti. Oui. Mais en même temps, c'est quelque chose, c'est un petit qui restait entre les enfants qui est mort. La fille qui est morte et avec sa maman, l'expérience que sa maman elle a vécue après sa mort et tout, et après elle est décédée. Est-ce qu'il y avait une question de violence conjugale? Oui, il y a une partie de violence, parce que le problème c'est on n'a pas parlé de le papa de cette fille. Alors qu'est-ce qui s'est passé précisément? Je crois que le papa il était parti. Oui. Il était parti et c'est quelqu'un qui était élevé ses enfants toute seule et tout. Et donc, c'est quand même, on sait qu'il y a quelque chose quand même qui sera. Parce que pourquoi on n'en met pas au début quand même? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui était forcément se passer entre eux. Parce que quand vous voyez dans un mariage, dans une union, quand un homme, il est parti. Donc, il y a quelque chose qui... Alors, si l'homme est parti, Anaïka, elle est décédée de suite de violence? Elle est décédée pendant le séisme, en fait. Oui. Et Dieu focalisait, en fait, sur l'expérience que sa maman elle a vécu pendant que... Après, elle a perdu son enfant et tout, et ce qu'elle a subi toute seule. Quand il y a personne, même si les gens essayaient de se calmer, après c'est elle va rester toute seule après. Donc c'est elle qui va, tous les chagrins et tous les problèmes, tous les malheurs, tous les douleurs qu'elle va passer, elle va subir toute seule. C'est elle qui, parce qu'elle a cette expérience elle-même. Donc c'est ça,
Alors, Anaïka est un poème dédié sur CNN et CNN iReport à Anaïka Saint-Louis, victime du tremblement de terre d'Haïti, décédée à l'âge de 11 ans, le 14 janvier 2010, quelques heures après avoir été sauvée des décombres dont elle était prisonnière depuis 3 jours, des suites d'une grave hémorragie interne. Alors, c'est un accident, c'est un séisme, mais quel est le lien qu'il y a entre ce qui s'est passé en Haïti et la vie au privé de cette personne? En fait, vous voyez, avec les histoires, par rapport à des poètes, parfois, quand on s'assoit pour écrire des choses, on utilise des choses autour de nous. Les choses qui arrivent autour de nous pour créer quelque chose, pour former quelque chose. On ne regardait pas directement la même façon que les gens regardaient des histoires. Nous, on essayait de regarder, comprendre par rapport à derrière. Qu'est-ce que c'est derrière cette histoire? On regardait la maman, je regardais en fait le temps de... Parce que j'ai regardé cette émission et j'ai vu la maman, en fait, elle est comme la façon qu'elle est. Et après, j'ai essayé de regarder... Vous avez donc supposé en regardant cette femme? Supposé, et je me suis dit, elle est toute seule, cette femme. Et si elle est seule, c'est parce que son mari est parti. Et s'il est parti, vous supposez qu'il y a eu violence? C'est pas parce que c'est marié, elle est partie qu'il y a eu une violence. Mais c'est parce que je regardais autour de... Maintenant, normalement, quand on perd un enfant, c'est pas tout ça. Il y a d'autres personnes qui ont un enfant, une femme, un homme, une femme. Mais dans cette histoire, c'était elle toute seule qui était là. Et parce qu'elle était seule, vous avez supposé? Elle était seule, toute seule. Voilà, je me suis posé, il y a quelque chose absolument qui ne va pas dans cette histoire. Petit détour par un métier qui est le vôtre, attaché de presse. C'est un métier qui se décline fort souvent au féminin, comme d'autres métiers encore, le secrétariat de direction par exemple, et d'autres corps de métier où les femmes sont majoritairement présentes. Et dans ces environnements-là, quelquefois, on laisse supposer que ces personnes peuvent être susceptibles de la violence, alors violence, non pas violence physique fort heureusement, mais d'un certain machisme, en tout cas, au cœur de la profession. Et c'est une violence aussi perçue comme telle. Alors, c'est vrai que c'est un métier qu'on conjugue plutôt au féminin. On parle d'une attachée de presse bien souvent. Moi-même, j'ai rencontré plus de consoeurs que de confrères, mais il y a quand même des hommes qui sont attachés de presse. Après, à titre personnel, moi, je suis attachée de presse, mais je suis mon propre patron. C'est-à-dire, ça change les choses. Oui, et j'ai décidé d'ailleurs de travailler pour moi, parce que je n'arrivais pas à trouver ma place dans mon domaine en tant que salarié. Oui. Et parce que les postes qui m'étaient proposés étaient des postes d'assistanat, qui étaient intéressants, mais qui n'étaient pas forcément, qui comblaient pas forcément toutes mes attentes en termes de carrière professionnelle. Voilà, c'est vrai qu'on parle souvent d'assistantes et pas d'assistantes, de femmes attachées de presse et pas d'hommes. Moi, personnellement, je sais que c'est un métier que je fais par passion et par compétence. Voilà, c'est un métier qui est beaucoup dans la communication, dans l'écoute. Alors peut-être que c'est plus des compétences féminines, je ne sais pas. J'allais vous poser la question. Je ne sais pas. En tout cas, en me concernant, ce sont mes compétences. Voilà, mais c'est vrai que bon, malgré tout, force est de constater que j'ai eu affaire dans le cadre professionnel, peu importe d'ailleurs ma fonction auparavant, à voilà les tâches qu'on me proposait ou les postes qu'on me proposait étaient limités à de l'assistanat, malgré le fait que j'ai fait des études supérieures et que je pouvais prétendre à avoir des postes de cadre et voilà, avec des salaires qui sont aussi assez restreints. Donc pour m'extirper de ça, j'ai fait le choix de devenir mon propre patron et d'être mon chef. Donc voilà, patron, chef, et ce sont des termes plutôt masculins. Voilà. Oui, on ne dit pas chef-eux. Non, ni patronne. Ni patronne. Ou alors ça devient péjoratif. Voilà. Alors vivez-vous cela comme une violence institutionnelle, quelque part, du fait qu'au regard de cette expérience, et puis c'est peut-être aussi le cas d'autres personnes, d'autres femmes qui vont se retrouver à devoir s'installer à leur compte parce que la société au sein de laquelle elles vivent ne favorise pas toujours leur émergence, leur épanouissement, et donc elles vont devoir faire les choses par elles-mêmes. Alors, je ne sais pas si j'emploierais le terme de violence, mais c'est vrai que c'est
que c'est un peu une sorte de diktat, quelque chose qu'on subit dans la frustration. Moi, j'ai décidé de ne pas le subir et d'aller au-delà. Après, travailler à son compte, c'est aussi pas évident. Ce n'est pas facile et aisé. Moi, j'en avais l'envie et j'estimais avoir les compétences pour le faire. Donc, je l'ai fait, j'en suis tout à fait heureuse. Mais oui, c'était quand même pour m'extirper d'une situation dans laquelle je ne voulais pas être et être cantonnée toute ma vie. C'est sûr. Vous avez un autre métier, vous écrivez, mais vous ne vivez pas que de cela, vous êtes traductrice. Oui. Dans ce contexte-là, est-ce que c'est un métier souvent qui concerne les femmes ou est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes? Non, c'est pas spécialement pour les femmes, en fait. Oui. C'est pour l'homme et les femmes, en fait, parce que ça dépend, c'est un travail qui demande beaucoup d'attention, en fait. Parce qu'il faut bien connaître la langue. Et franchement, pas seulement par rapport à vous parler, mais la base, en fait, il faut bien connaître. Parce que si vous connaissez pas cette langue et vous entrez dedans après, ce sera très difficile, en fait. Donc, et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai seulement essayé de traduire de la langue française à anglais. Parce que c'est ça, parce que comme moi, je suis anglaise. Donc, j'ai essayé de traduire de la langue française en anglais. Qui est-ce qui fait la traduction de vos livres? C'est vous-même? Oui, je fais moi-même. Oui, c'est moi-même. Mais à la même temps, il faut que en fait, avec tout mon écriture, j'ai jamais pensé, j'ai fini, je vais laisser comme ça. Il faut toujours que quelqu'un voit. Vous écrivez directement, vous réécrivez en anglais ou est-ce que vous traduisez, vous réécrivez en français ou est-ce que ce que vous avez écrit en anglais, vous le traduisez en français? Je écris directement en anglais. En fait, c'est pas parce que je ne veux pas écrire directement en français, c'est parce que j'ai peur de perdre ma langue, en fait. Parce que vous avez peur de perdre l'anglais, oui, c'est juste impossible. Oui, c'est l'anglais, parce que au début, oui, il y a quelques années, je me souviens, si j'essayais de parler avec quelqu'un en Angleterre, pour le téléphone, une conversation au téléphone, je parlais en français et la personne, il va commencer à me dire... Il y a quelque chose, ça, elle ne comprend pas, c'est en anglais, il ne comprend pas, c'est en français. Je dis, excusez-moi, j'ai oublié en fait que je suis en train de parler avec quelqu'un en anglais. Donc, c'est-à-dire j'ai un problème d'interférence de la langue. Donc, je me suis dit, il faut absolument que je reste sur l'anglais, parce que sinon, après, ce sera très difficile pour moi de retenir après. Votre adresse internet, c'est Help the Punching Bag. Alors, punching bag, on va le rappeler en français, qu'est-ce que c'est le punching bag? Punching bag, c'est pour frapper, c'est quelque chose comme chez les boxeurs. C'est ce sac de sable sur lequel les boxeurs vont taper. Pour frapper quelque chose, voilà. Mais à la même temps, c'est comme une expression pour les femmes. Quand vous entendez les femmes dire, ils m'utilisent comme son punching bag. C'est-à-dire qu'ils me tapent dessus tout le temps. Ils me tapent dessus tout le temps. Donc, c'est pour ça fait longtemps que j'ai pris cette mot. Je dis absolument, il faut absolument que Est-ce que derrière ce vocable, il y a une association, une action? Est-ce que vous accompagnez les gens? Parce qu'on a vu sur votre site internet, vous demandez aux gens de venir vers vous si elles sont victimes de violences conjugales. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à ces personnes? En fait, qu'est-ce que j'ai commencé à faire au début? Première chose qu'on a fait, c'est parce qu'on est toute petite, on n'est pas très loin. Ça fait 3 ans qu'on a commencé cette association. Et qu'est-ce qu'on a décidé, c'est on va écrire de créer une connaissance de cette histoire parce qu'on croit qu'il y a beaucoup de femmes qui savent pas qu'ils sont vraiment victimes de violence en fait. Vous pensez que c'est possible de ne pas savoir qu'on est victime de violence? C'est vrai. Oui. Attendez, la violence c'est pas seulement en physique, c'est pas seulement la violence physique. Il y a aussi la violence symbolique aussi et la violence émotionnelle aussi. Morale aussi. Vous imaginez comme les hommes ils parlent. Imaginez l'homme qui commençait de parler avec sa femme dans une manière très sans respect en fait. Il parle comme ça, il insulte comme ça, elle accepte comme ça. Tu es pour elle, tu ne peux pas avancer. Je te dis, tu ne peux pas avancer. Chaque fois, elle accepte comme ça, elle écoute, elle accepte. Petit à petit, ça rentre dans sa tête.
Vous êtes d'accord sur ce point, que quand on s'entend dire qu'on n'est pas bonne, qu'on est bonne à rien, qu'on n'est pas bonne à grand-chose, qu'on n'y arrivera pas, quand on a des projets qu'on veut mettre en place et qu'on n'est pas forcément accompagné, vous percevriez cela, vous, comme de la violence symbolique? Oui, tout à fait. C'est une pression morale qui est insidieuse et qui s'immisce dans le couple, et je pense que c'est difficile de prendre du recul pour une femme, surtout quand on est dans une relation amoureuse malgré tout. D'où la complexité, je pense, de la situation. Par rapport à ça, j'ai en souvenir un film excellent, je ne me souviens plus le réalisateur, mais un film espagnol justement, qui parlait de cette relation entre un homme et une femme, et ce film m'a bouleversée parce que la situation n'était pas aussi simple que ça. Souvent on peut dire, une femme, elle est battue, pourquoi elle reste avec cet homme? Elle est bête, elle a qu'à partir. Mais la situation n'est pas si simple, et dans ce film, ce qui était bouleversant, c'était de voir que cet homme inflige une vraie violence morale, plus morale que physique d'ailleurs, à sa femme. Il voulait la garder sous sa coupe et l'empêcher de travailler. Elle restait à la maison avec son enfant à l'élever. Et il y avait une vraie pression morale de sa part vis-à-vis de sa femme, mais il l'aimait, et ces deux êtres s'aimaient. Et c'était très dur, justement. C'était très touchant parce qu'on voyait le mal-être qu'il y avait chez les deux personnes. Même si c'était lui le bourreau, on se demandait, mais pourquoi en arriver jusque-là alors que ces deux personnes s'aiment? Et d'ailleurs, la femme, à un moment du film, alors qu'elle part, au début du film, elle part de chez son mari, elle le quitte, elle revient vers lui parce qu'elle l'aime. Non, mais attendez, le problème c'est, quand on dit on s'aime, il faut absolument, quand on dit on aime quelqu'un, il faut absolument qu'il ne faut pas frapper. Moi, je dis, qu'est-ce qu'on vous m'avez demandé par rapport à ce que vous m'avez demandé tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a proposé? C'est on va essayer de montrer à des femmes qu'il y a absolument violence dans n'importe manière, c'est pas seulement physique. Aussi, on a décidé aussi que si jamais le premier fois un homme vous frappez, le premier fois il vous frappez, il faut absolument que vous partez, il faut pas rester. Nous allons prendre un monsieur justement au téléphone, si vous êtes d'accord toutes les deux. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Nous vous écoutons. Oui, je voulais intervenir par rapport à la violence faite aux femmes. Oui. Donc, je m'appelle M. Justin Meillat, j'habite à Sablé, sur Sarthe. Oui. Alors, je voulais parler un tout petit peu d'une manière, peut-être, j'essaierai d'être équilibré. Nous vous écoutons. Donc, je suis d'abord contre la violence faite aux femmes. Ce qui me pousse à parler plus par rapport aux femmes elles-mêmes. Il y a une catégorie de femmes qui, en quelque sorte, il allume, par exemple, imaginons, il y a une discussion entre elle et son mari, par exemple. Et dans ces catégories-là, elles allument. Cela veut dire, elles parlent tellement à trop. Il y a des fois, le mari a qu'un seul mot sur la bouche. Lui, il a déjà pris 3 ou 4 fois, donné même la solution. Il y a des fois, c'est elle-même qui incite son mari à la frapper. Cela veut dire que lorsqu'elle est devant son mari, elle veut prendre le dessus. Elle veut prendre toujours le dessus. Et cela fait que, il y a des fois, les maris, vous savez, souvent les hommes ne parlent pas souvent, ils ne parlent pas trop, ça dépend du mari, c'est vrai, mais à 100%, il y a presque 80%, je peux dire, qui parlent pas assez. Mais les femmes parlent beaucoup. Alors, en parlant beaucoup, lorsqu'elles parlent beaucoup, et si, par exemple, il y a une discussion, c'est elle toujours qui a raison, elle parle beaucoup, alors elle incite son mari, elle attire son mari. Voyez, donc en quelque sorte, elle possède l'esprit de son mari, afin que si son mari n'est pas, comme on dit, patient ou réservé, et vous allez voir, ça déclenche. Alors moi, je voulais dire plus aux femmes, même si les femmes n'acceptent pas le mot soumission. Soumission, lorsqu'on parle de soumission, elles n'acceptent pas. Mais la réalité est là, la femme doit être soumise, la femme doit se compléter avec son mari, parce que c'est un homme, il est plus fort que moi. Si je lui parle, il faudrait que je lui parle avec,
maudit ou bien modestie, ou d'une manière modérée, d'une manière amicale, d'une manière à attirer, comme nos mamans nous parlaient en fait. Qui doit toutefois de l'autre côté, la femme, elle est notre maman. Regarde un peu le rapport entre la maman et son fils ou sa fille. Comment ils s'entretiennent. Lorsque son fils fait une erreur ou il fait quelque chose, une bêtise, commet une bêtise, vous allez voir comment il va le choyer, la parler d'une manière. Et des fois, c'est le papa qui crie, qui gronde, mais la maman vient, il endoucit, et vous voyez. Donc, c'est ça ce que nous voulons. C'est que moi je peux dire, ce que je peux conseiller souvent aux femmes qui subissent des violences, qui subissent le mal. Merci, monsieur Séverine Berger. Alors, monsieur nous dit, manque de soumission égale provocation de la femme en l'endroit de l'homme. Il pointe notamment le fait que les femmes ont la langue bien pendue. Ça n'est pas la première fois que nous entendons cette réflexion. Quel est votre avis sur ce point ? Ça me fait sourire, en même temps, au fond, pas du tout, parce que je trouve que c'est même grave de dire ça. On peut avoir une discussion et des désaccords avec sa femme, sa compagne. Peut-être que si la femme parle trop, comme dirait monsieur à tort et à travers, certes, mais la communication entre deux personnes, ce n'est pas, si une autre personne n'arrive pas à imposer son point de vue, taper l'autre pour qu'elle se taise. Je trouve ça choquant. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir affaire à une personne dominante sur une personne dominée qui considère que l'autre est mineur et comme un enfant. Pour faire taire l'enfant ou le réprimander d'une bêtise, lui donner une claque ou je ne sais pas. Enfin, je trouve ça assez choquant de penser ça. Je ne sais pas si c'est ce que monsieur voulait dire, mais je pense qu'il y a d'autres manières pour exprimer son mécontentement ou désapprouver quelqu'un que de le faire par l'acte physique, la violence, les mots tout simplement. On parle, on est des êtres, on est des adultes. Si nous en revenons à la vidéo qui a été diffusée au début de cette émission, cette rencontre s'est tenue à Dakar en 2011, mai 2011. Nous approchons de mai 2012 et le contenu, tout au moins ce que l'on constate autour de nous, reste intact. C'est à se demander si toute cette mobilisation, que ce soit une mobilisation de la part des institutions, de la part des associations, de la part des écrivains, des personnes de la vie civile et des particuliers, peut changer quelque chose. 01 45 55 76 87, nous sommes en direct. Nous parlons de tolérance zéro en l'endroit, sur la question de la violence en l'endroit des femmes. Deux invités, Séverine Berger, attachée de presse, et Princess Ayelotan, écrivain. Et d'ailleurs, je voudrais vous demander de continuer votre propos en anglais parce que je sais que je vous ai vu vous enhardir au téléphone alors que nous parlait monsieur. So what is your, how do you feel about what he's just said? You don't agree, I guess. I think, actually, women, what he said about women being, women talking too much, really, I think he's right about that, because actually this is something that is normal for every woman. I don't know, you can see in a situation, in every home you see a woman, she likes to talk. It is normal because she's not, this woman is someone that she's the one in charge of the house. Of course the man is there, but the woman is the one in charge of the house. She's the one that takes care of the children. She's the one that holds the house together. Without the woman, the man is just, I don't know, unless he prefers to stay alone, to live alone. Because she's in charge of, if she's in charge of everything that she has, she's supposed to be speaking too much? No, let me tell you something. One thing that we should not forget, that men actually they tend to keep quiet. Actually, when there's a problem in the house, you see, a man will run away. He prefers to go. He just prefers to just go away. You see, the man will pick up his shirt or something, and they will go out. But the woman, she wants to talk at that time. The man doesn't want to talk. Until she fixes it. Until she fixes it, so she will not stop talking. Nous allons prendre madame au téléphone à Marseille, et puis vous nous direz si vous êtes d'accord sur ce que présente Princess Ayelotan, parce que les femmes sont au cœur de la vie domestique, alors elles veulent absolument apporter des solutions, et parce qu'elles voudraient absolument apporter des solutions, elles vont parler, mais est-ce que parler apporte des solutions? C'est une autre question. Madame à Marseille, bonjour. Oui, bonjour Lady. Voilà, je vous appelle de Marseille pour intervenir un peu suite à ce problème qui est toujours pour la femme battue. Voilà, par rapport au monsieur qui vient d'appeler tout à l'heure, c'est vraiment insupportable
d'entendre ça. De nos jours, on continue. Ça fait des années qu'on entend Lady essayer de raisonner les hommes. Mais quand il y en a un qui appelle au téléphone, on croit que ça va aller, vu ses propos du début. Mais 2-3 mots, on le voit venir. Voilà. Donc moi, la seule chose que je peux dire aux femmes, c'est que arrêtez de pleurer. Il va falloir que la femme elle-même pense qu'elle se dit qu'elle est un être humain et qu'elle se laisse plus faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il faut plus vous laisser faire. Il faut que vous-même vous preniez votre vie en main. On n'a pas le droit de taper une femme. Il ne faut pas vous laisser faire. Moi, je parle en connaissance de cause. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais faire. Il ne faut plus vous laisser faire. Arrêtez de pleurer. Ça ne sert à rien. Vous avez entendu le monsieur bien élevé tout à l'heure. On croit que, voilà, mais en fait, il doit battre sa femme tous les jours. Voilà. Donc, moi, je dis aux femmes, arrêtez de pleurer, ça va quoi. On ne viendra jamais vous aider chez vous. C'est à vous de parler, de prendre votre vie en main. Voilà. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, madame. Alors, est-ce que c'est parce qu'on ne dit rien que la violence continue? Si j'en déduis de ce que dit madame, parce que les femmes ne parlent pas, n'en parlent pas, alors la violence perdure. Est-ce qu'en parler, elle l'a d'ailleurs dit, nous en parlons là pratiquement tous les mois, est-ce qu'en parler permet de faire changer les choses? Je pense que le fait d'en parler, que les femmes puissent s'exprimer, c'est important, qu'il y ait un dialogue aussi entre les hommes et les femmes, c'est important. Et je pense aussi que c'est important d'avoir des lois qui sanctionnent les maltraitants, quoi. C'est un ensemble de choses. Mais il faut effectivement, quand c'est un tabou, que les femmes n'osent pas en parler parce qu'elles pensent que c'est normal au fond d'elles, non, voilà. Et la base, c'est la communication. Mais c'est pas évident. Plus facile à dire qu'à faire, comme on dit. Plus facile à dire qu'à faire. Est-ce que partir est la seule solution? Est-ce que c'est une solution même seulement? Je pense qu'il faut savoir se protéger, effectivement, et si partir, c'est la solution. Est-ce que vous dire quelque chose? Oui, bien sûr. Alors, je vous écoute, ensuite nous prenons monsieur au téléphone. Je vais vous dire quelque chose que la dame elle a dit. Il faut absolument qu'il y ait un dialogue. S'il n'y a rien, si l'homme, il ne faut pas parler. C'est-à-dire, il n'est pas prêt à changer de situation. Et comme cette dame elle a dit tout à l'heure, il faut arrêter de pleurer. Et il faut absolument que cette femme, les dames, commencent à comprendre que s'il ne faut pas parler, c'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé, il n'aime plus. Il n'aime plus. Il faut qu'il s'arrête. Donc, il faut qu'il ait maintenant qu'elle pense à la situation normalement. Il faut qu'il n'y ait pas. Quand vous avez dit tout ça, il faut qu'il n'y ait pas. Parce que plus elle reste. Est-ce que partir est la solution, vous dites? Oui, parfois, oui. Mais comment faire pour savoir si dans ce cas c'est la solution et dans un autre cas ça n'est pas la bonne solution? Attendez, comment on fait? C'est au premier moment, quand on a décidé dans cette association, c'est il faut que les femmes elles restent indépendantes d'abord. Il faut qu'elle ait un travail à elle. Il ne faut pas que les femmes au foyer pensent qu'elle va rester toute sa vie. Alors, mais si c'est un choix, si une femme décide de rester au foyer, de garder ses enfants... Si c'est son choix et elle a commencé de subir cette histoire de violence, c'est-à-dire c'est sa faute, il faut qu'elle... Ça n'est jamais la faute de la victime, tout de même. Parfois, oui. Alors, si vous êtes d'accord, je vous propose que nous prenions monsieur au téléphone avant d'en revenir à ce point-là. Bonjour. Allô, monsieur? Est-ce qu'il est là, monsieur, au téléphone? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais juste apporter quelques propos. Ce que je veux dire, que le problème des violences conjugales, c'est un problème qui est partagé. Hein, que ce soit la femme ou l'homme, il y a aussi les hommes qui sont violentés par des femmes de façon verbale. Donc, quand une femme violente un homme de façon verbale, si cet homme-là n'est pas aussi patient, ben écoute, tout le monde n'est pas patient. Il y a des hommes, après, ils pensent que régler un problème conjugal, c'est forcément battre la femme. Je pense que c'est pas la solution, mais c'est un problème partagé. Il y a beaucoup de femmes qui sont pas aussi éduquées. Je pense que tout va de l'éducation que la femme a reçue ou de l'homme que l'homme a reçu. Si un homme a toujours vu son père battre sa mère, ben écoutez, voyez-vous, quand cet homme se retrouve devant une femme qui est violente verbalement, avec qui ils sont mariés, ben il répète la même chose. C'est un problème de la mauvaise façon de calquer les choses. Donc voilà. Aussi, c'est un problème conjugal qu'il faut régler de façon simple
simple, c'est tout. Il n'y a pas de violence faite aux femmes, il y a aussi des violences qui sont aussi faites aux hommes. Il y a des femmes aussi qui sont très, très, très violentes de façon verbale, qui n'ont aucun respect pour leur mari, qui parlent à leur mari devant les invités quand ils sont à la maison. Je pense que le vrai problème, c'est un point d'éducation, tout simplement. Et là, si on s'appelle sur le point d'éducation, je pense qu'on trouvera des solutions. Que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes. Ce problème de violence conjugale, il est vraiment partagé. Mais sauf que ce qui est dommage, qu'il y en a qui arrivent à battre leur femme. Voilà, je suis vraiment désolé pour ça, mais c'est ce que je voulais dire. Merci, monsieur, pour ce que vous avez apporté. Alors, monsieur nous dit quand même, il y a la violence verbale que subissent les hommes, mais il n'y a pas de décès de suite de violence verbale. Alors que, en revanche, dans le cas de la violence physique, ma foi, ça peut très vite dégénérer. Oui, effectivement. La violence verbale, c'est une chose. Je comprends ce que peut dire monsieur. Psychologiquement, si ça peut être très dur. Après, si c'est juste de la querelle de couple sur des choses anodines, c'est une chose. Après, quand c'est une violence plutôt morale et le fait d'être abaissé, que ce soit par l'homme ou par la femme, effectivement, il y a un vrai souci. En revanche, voilà, la violence physique qui peut entraîner la mort, ça, c'est très grave. C'est plus grave. Bien plus grave. Madame le disait tout à l'heure, si on est violenté et qu'on reste, on est coupable? Oui, comme je vous ai dit, excusez-moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est parfois oui, il faut partir. Alors, quand est-ce qu'on est coupable si on est resté? Parce que toutes les femmes, tout ce qu'elles voudraient, légitimement, et on doit pouvoir le comprendre, c'est préserver leur ménage, le mari, le couple, les enfants. Si cette femme, elle voulait préserver sa famille, son mariage, et à la même temps, elle continue de subir la violence chez elle. Il faut qu'elle choisisse entre la violence, sa vie et sa famille. Oui. Il faut parce que si chaque fois elle a toujours des problèmes, elle subit toujours la violence, il frappe toujours son mari, il le frappe toujours parfois il le violait à la fois chez elle. Donc elle a dit bon, elle voulait pas rester, elle voulait pas partir parce que elle voulait rester mariée, elle voulait rester une femme de quelqu'un. Mais toujours, elle a toujours vous voyez des visages, elle a toujours des problèmes, on voit qu'il a toujours frappé. Maintenant, si elle est morte, est-ce qu'elle a toujours gardé son mari après? Non. Donc, si il a toujours frappé comme ça, il faut absolument qu'elle comprenne maintenant qu'elle va choisir entre sa famille, son mari ou sa vie. Parce que c'est quand on est en vie, quand on est resté toujours mari ou femme de quelqu'un. Mais quand on est mort, quand on est parti, c'est fini. Hein? On est la femme de personne. On est la femme de personne, hein? C'est fini. C'est juste comme ça, on nous met dedans et c'est fini. Monsieur en Italie, bonjour. Bonjour Madame Lady. Bonjour. Je suis d'accord avec cette dame, la prince, tout ce qu'elle dit, parce que quand un homme commence à frapper une femme de la première fois, il continuera à frapper cette femme jusqu'à l'infini. Ce qui fait que la première solution, quand un homme frappe sur une femme, je suis d'accord, elle doit partir, parce que si elle continue à rester en voulant arranger son frère, cet homme continuera à frapper cette femme. Et parce qu'ici en Italie, on voit des cas de suicide, d'homicide, de femmes. Je ne sais pas souvent en France comment ça se passe, mais il y a beaucoup de facteurs qui poussent, comme a dit monsieur tout à l'heure, l'éducation. Il y a aussi un facteur, souvent dans des couples analphabètes, je vous m'excusez, souvent dans des couples où l'homme et la femme sont des analphabètes, ces violences sont très très fréquentes parce que, je ne sais pas, il y a aussi l'éducation, comme le monsieur a dit. Donc, je suis d'accord avec cette dame. La femme doit partir dès le premier coup parce que l'homme continue à frapper cette femme jusqu'à l'infini. Je vous remercie. Merci, monsieur. Alors, tout de même, est-ce que c'est seulement et surtout dans des couples, comme nous dit monsieur, analphabètes, qu'il y a violence conjugale? N'y en a-t-il pas dans les couches sociales élevées, dit-on, de la société? Encore une fois, je ne suis pas une experte, mais je ne pense pas que... Je pense que ça... un rapport plutôt avec une misère, on peut parler de misère affective et pas forcément sociale. Je ne pense pas que ça soit lié au degré de culture, d'éducation des personnes concernées. Je pense qu'il peut y avoir, qu'il y a sûrement de la violence conjugale dans toutes les couches de la société, par manque de communication, voilà. Je pense.
Nous allons entendre brièvement un monsieur qui est avec nous sur le plateau, en la personne de Coucou, artiste musicien. Je voudrais vous laisser le soin de nous le représenter alors qu'il va s'installer pour nous jouer quelque chose. Bonjour Coucou. Bonjour. Bonjour. La violence faite aux femmes, c'est notre sujet. Vous, vous êtes soldat de la paix, soldier of peace. Exactly. What would you say as far as what this is concerned today? As far as violence against women, I think it's, like you said, zero tolerance for it. I truly believe that I've been called a feminist in the past. So. Vous avez été désigné comme un féministe? So I think it's been allowed for too long. It's the fabric of the world. Men have always found a tool like religion. We've used it to subjugate women, and it goes on now. Even women were not allowed to vote at one time. So men have always wanted to have control, either through physical power or through emotional power, and it goes on like that. Les hommes ont donc voulu toujours contrôler, avoir la main mise sur la liberté des femmes, si seulement ils entendent que les femmes ont une liberté donnée. Je voudrais, je le disais, Séverine Berger, vous laissez donc le soin de nous présenter l'artiste que est Coucou, soldat de la paix. Bien sûr, alors Coucou, donc c'est un artiste avec qui je travaille, donc je suis son attachée de presse aujourd'hui. C'est un excellent artiste, talentueux, qui vient du Nigeria, qui est né en fait à Miami, mais qui très vite est parti vivre, et il a grandi à Lagos, au Nigeria. Voilà. Il est d'origine Yoruba. Et donc il a vécu jusqu'à ses 18 ans au Nigeria. Il est reparti aux États-Unis, à Washington, pour faire des études. Et pour payer ses études de graphisme, il a été obligé de travailler pour l'armée des États-Unis pendant 4 ans. Voilà. Et son goût de la musique lui est venu depuis tout petit, mais il est vraiment passé à l'acte, si je puis me permettre, en achetant une guitare en 2000. Et depuis, voilà, il a réalisé 5 albums. Donc là, il a notamment sorti le 13 février dernier son 5e album qui s'appelle Soldier of Peace, donc le soldat de la paix. Soldat de la paix, donc une manière de nous parler aussi. Il se dit, ou plutôt on lui a dit qu'il était féministe. Une chanson qui s'intitule Si Dieu était une femme, c'est du féminisme pur 100%. Nous allons donc écouter Coucou, soldat de la paix. Regardez avec nous. So this is dedicated to the woman, to the mothers. Yeah, me oh, yeah oh, Alabaro, wa baby amalaye oh, yeah oh, wa ribalu, wa baby amalaye oh. 9 months you carried me in your womb patiently. I give my gratitude, I'm more than thankful. There is no other who compares to you. You are my guiding light, my shining star, the moon. Yeah, oh, yeah, oh. Alabaru, warebe, amalaye, oh. Yeah, oh. Yao, wari gbalu, wari re ọmọláyé o. Ìyá ni wúrà, iyebíye o. Tí ẹnìkan kò lè fowó rà o. We never want for nothing. Mama works so hard to provide, but like a child, we always find a reason to complain. That's when she whooped my backside. Mama was gifted with a switch. I swear I wrote my first song to the cadence of a spanking. Yeah, oh.
alábàárù wá rere ọmọ láyé o yeye o ìyá o wá rí gbàlù wá ríre ọmọ láyé o kò ṣe fowó ra o you no fit buy am o kò ṣe fowó ra o. You no fit buy am o, kò ṣe fowó rà o. You no fit buy am o, kò ṣe fowó rà o. Ìyá mi o. Thanks for the tender loving, ma. Even the times you made me cry, you raised me right. Now I can pass your lessons to my child. Epitome of superwoman. Some cultures say you are a god. That might be true. Mama, you are pure divine. Yeah, yeah, oh, yeah, oh. Alábàárù. Wá rere ọmọ láyé o láyé yeye o ìyá o wá rí gbàlù wá ríre ọmọ láyé o Màmá Túnjí Màmá Bọ́lá Màmá Bímbọ́ o àti Káyọ̀dé o Màmá Túnlémọ́ we love you mama we love you woman. Wá rere ọmọ láyé. Merci à Coucou qui fait donc là un hommage à sa maman et aux femmes qui reviendra tout à l'heure pour une deuxième chanson qui celle-là a été annoncée. Si Dieu était une femme. Thank you Coucou for this song. We're waiting for the next one. Il l'a chanté donc en Yoruba. Vous êtes du Nigeria tous les deux. Avez-vous compris ce qu'il a dit? Oui, parce qu'en fait il est Yoruba et je suis de Yoruba aussi. Donc oui. Je comprends qu'est-ce qu'il a chanté. Alors, en fait. Petit résumé du contenu de cette chanson. Il a chanté en fait pour maman, pour toutes les mamans en fait, pas seulement pour sa maman, c'est pour toutes les mamans qui écoutent, qui regardent dans le monde entier en fait. Et par rapport à qu'est-ce qu'elle a fait, tout le travail qu'elle a fait pour élever un enfant de petite, c'est elle qui est enceinte, qui fait tout jusqu'à le bébé, il a grandi, il a devenu un homme. Il a tout ce qu'il veut dans la vie, donc c'est tout ce qu'il a. Il a dit bon, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je n'ai pas oublié que ce que tu as fait pour moi. Merci beaucoup. Et je n'ai pas jamais oublié. Et donc, c'est quand même une dédicace aux mamans, à tous les mamans. Merci pour cette traduction. Thank you, Coucou. We'll have you before the end of this TV show for a second song. Now we're moving up to the telephone. Bonjour à vous qui êtes au téléphone, madame. Nous vous écoutons. Bonjour. Allô, allô? Bonjour madame. Bonjour Lady. Nous vous écoutons. Non, je vous appelle parce que les femmes, il a dit les mots très intéressants à part les femmes de Nigeria. Dans les Nigeria, c'est vraiment, il y a des mots qui m'attouchent parce qu'il y a des hommes de Nigeria et ils pensaient sa femme, il est escargot. Il passe comme sa femme, il n'y a pas de droit pour parler quand il parle. Elle pense sa femme, c'est rien devant lui. Parce que moi, ma cousine, il est marié, il est 24 ans. Donc, c'est son mari, il est tué. Parce que toujours, il tape. Mais les polices, les Nigériens, ne peuvent pas faire rien. Donc, un jour, il était tapé sa femme, il y a des bébés de 6 ans. Le bébé, il criait, laisse ma maman. Il était tiré son chevaux. Il est bien tiré jusqu'à sa femme, il est mort. Il est tiré des chevaux, sa femme. Il est mort. Vous êtes du Nigeria, madame? Oui, je suis du Nigeria. Il est mort. Donc après, on a la police. Les polices, après 6 mois, les polices, il est laissé. La femme, il est tué. Il n'a pas fait rien. Donc, je vais dire la madame pour sortir aujourd'hui, pour dire les choses là. J'ai dit merci beaucoup. Bon, pour
moi, la femme, nous les femmes, il y a droit. Moi, j'étais mariée avec mon mari, 2 enfants, depuis 11 ans, et jamais m'est touché. Quand il y a des problèmes, il prit son veste, il sortit, des fois avant il entrait, je dors. Parce que les femmes, nous, on parle. Oui, on ne veut pas taper notre mari. Juste les choses sont faites, on part. Woman is not a punchy bag. Tu dois respecter ta femme. Quand tu respectes ta mère, respecter ta femme. Quand tu respectes ta grand-sœur, respecter ta femme. Nous, les femmes aussi, on va respecter notre mari. Merci, madame, pour cette intervention. Respecter les femmes, les mamans, les frères, les sœurs. Thank you, Coucou. We'll call you for the next song in a while. Je voudrais vous laisser le soin de nous rappeler où est-ce qu'on peut le voir, l'actualité de l'artiste qu'il est. Là, on l'a entendu chanter en espérant que tous les hommes s'adresseraient comme cela aux femmes qui sont leurs compagnes. Où est-ce qu'on peut le voir à Paris? Alors, il va être prochainement en concert le 14 avril dans une galerie qui s'appelle La Goutte de Terre, où il se produit régulièrement, qui est à côté du métro Voltaire. Donc on peut trouver toutes les informations sur son site www.coucou.com. Coucoulive.com. Voilà. Retour à notre discussion. Vous avez entendu l'intervention de Madame du Nigeria, justement, alors que le Nigeria est fortement représenté sur ce plateau à travers Coucou qui était là. Et vous, Madame, alors, on est un peu mitigé entre partir dès le premier coup de poing, nous disait monsieur qui appelait d'Italie, ne pas partir, mais ne pas partir et malheureusement en arriver à des drames. Dans votre association, quand une femme vient vous voir, qu'est-ce que vous lui dites? Je suis battue, même si c'est la première fois, même si c'est la 10e fois, est-ce que vous lui dites il faut faire la valise, il faut partir? Non, pas comme ça, on fait des choses en fait. Il faut bien savoir si vraiment il a frappé. Parce qu'il y a des fois, on peut donner des excuses pour dire mon mari m'a frappé. Alors que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Oui. Donc il faut vraiment savoir s'il est frappé. Et on fait, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le mettre en écoute. C'est-à-dire, on essaye de le fixer en quelque chose pour voir qu'est-ce qui va passer après. Si vraiment... Pardonnez-moi de n'avoir pas compris. Qu'est-ce que vous faites précisément quand vous avez des doutes? Quand on a des doutes comme ça, on essaye de rentrer dans cette vie de cette femme. Et comment faites-vous? Vous rentrez chez elle, vous l'espionnez? Non, on ne fait pas ça parce que chacun, il faut respecter les droits de la vie de chacun. Mais alors comment faites-vous pour avoir la certitude que véritablement elle est battue? On a posé des questions autour d'elle, autour des gens qui sont proches d'elle. Et après, si on sache, si on maintenant, vraiment, il le frappe. Vous faites une enquête de voisinage? Voilà, c'est ça, on essaye de faire des choses comme ça, même si c'est des choses très difficiles à faire. Mais vous, en tant qu'association, est-ce que vous avez le droit légalement de faire une enquête de voisinage? Ça dépend de l'association, ça dépend de l'objectif qu'on a. Parce que il y a beaucoup d'associations de la violence des femmes qui font autre chose autrement. Oui. Mais nous, on essaye de faire des choses qui, peut-être, on n'arrive pas, pas encore voir partout. C'est-à-dire, on peut avoir une association qui recoupe beaucoup de membres, mais après qui fait des choses extérieures et tout. Mais nous, on voulait entrer dedans. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, je vais vous dire la vérité, ici, même si ici en France, on produit 100% de les femmes qui subissent des victimes de violences. C'est seulement 30% qui sortent dehors pour parler. Oui. Il y a 70% qui cachent aujourd'hui, qui sont pas de sortie. Pourquoi? Parce que cet homme, en fait, les hommes le font quoi qu'au mariage? Ils sont mariés pour le frapper. Ils sont mariés pour subir, pour subir des violences qui n'est pas vrai. Ils sont mariés pour rester comme ça, cachés, en silence. Ils sont mariés pour garder la peur. Ils sont pas. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on ne veut pas. Quand on va créer une association, après, on essaye de recruter des membres, et après, on organise des events, des événements et tout. Non, on ne peut pas rester comme ça. J'ai bien compris, mais ma question était, est-ce que vous avez, vous, en tant qu'association, légalement, le droit de faire une enquête de voisinage? Alors, quand je dis une enquête, c'est peut-être un grand mot. Vous vous renseignez, c'est ce que vous Oui, c'est ça, on enseigne, c'est ça. D'accord, très bien. Nous allons prendre Madame Anis au téléphone. Bonjour. Bonjour madame, moi j'aimerais intervenir dans l'émission. Oui. J'aimerais dire qu'il y a des hommes aujourd'hui qui respectent leur mère. Et pourquoi pas ne pas respecter la femme avec laquelle ils sont mariés.
Parce que la femme, aujourd'hui, est comme une mère qui donne naissance à un enfant. Et on respecte, les hommes respectent leur mère, ils ne respectent pas la femme à laquelle ils vivent dans la même maison. C'était ma question. Merci. À laquelle nous n'avons pas de réponse, mais nous pouvons apporter des pistes de solutions. Alors, on peut s'interroger effectivement sur pourquoi respecter sa mère, l'affectionner, l'idolâtrer même, dans le même temps qu'en l'endroit de celle qui n'est que sa femme, on n'a pas ce minimum de respect. Je crois... Est-ce que je peux parler de ça? Je crois, par rapport à les hommes, en fait, généralement, ils sont proches de leur mère. Ceux je crois que c'est presque partout. Et eux, ils pensent que leur femme, en fait, elle est secondaire, elle n'est pas comme leur mère. Les hommes ne voient pas leur mère comme leur femme, ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas la même regard entre les deux, en fait. Ils croient que leur femme, elle est là. Je suis mariée maintenant. C'est elle qui est là pour sa vie. Je suis l'homme, je suis l'océan, je suis le roi de la forêt. Le tout puissant. Donc, elle est là pour faire tout ça. Elle n'a pas le droit de dire non. Alors, à votre avis? Je ne sais pas, mais je pense que c'est aussi important pour un enfant qui va être une petite fille ou un petit garçon et qui va plus tard être un homme ou une femme, l'image que lui renvoie le couple de ses parents, c'est la base en fait de sa vie et comment lui va considérer ses relations après d'adulte. Et effectivement, la relation de respect vis-à-vis de ses parents, que ce soit un père ou une mère, est importante. Et je pense aussi l'image que renvoient les parents de leur couple à leurs enfants est importante. Donc je ne sais pas, mais peut-être qu'une femme qui est battue par son mari, quelle image renvoie-t-elle à ses enfants? Quelle image le couple renvoie à ses enfants? Que ça soit un petit garçon ou une petite fille. Est-ce qu'ils se disent, est-ce que c'est normal que les relations entre adultes, mari et femme, se passent comme ça? Voilà, je ne sais pas, je m'interroge. C'est des interrogations. Est-ce que justement la barre n'est pas mise trop haute en disant ma mère est la femme idéale, penserait un homme, à tel point que quoi que fasse ma compagne, jamais elle n'atteindra ce niveau? Je ne sais pas si tous les hommes pensent ça. Ceux qui le pensent, précisément. Oui, effectivement, on est toutes... Enfin, c'est le cycle de la vie. Il faut aussi penser comme ça. On est des femmes, et on est des petites filles. Après, on devient des femmes et potentiellement des mères et qui vont avoir des enfants et avec qui on va avoir ce rapport-là ou pas. Donc, effectivement, là, on n'est pas des êtres parfaits, qu'on soit maman ou pas, d'ailleurs. Sachant que les belles-mères, on en avait parlé déjà sur ce plateau, vont quelque part nourrir cette image idéale que les fils ont d'elles et qui peut donc quelquefois, pas toujours, produire, favoriser quelques travers dans la perception des choses. Oui, c'est vrai. Comment ta femme ne t'a pas fait à manger comme moi? C'est vrai, mais là c'est aussi à l'homme de prendre sa place d'homme et de s'émanciper de sa mère. C'est peut-être là la véritable question. Les hommes s'émancipent-ils, c'est même difficile à dire. Les hommes s'émancipent-ils de leur maman? Vraiment. Non, en fait, la relation entre les hommes et leur maman, c'est quelque chose de très tendre. Oui. Très tendre. On ne peut pas... Pourquoi c'est comme ça? C'est comme la relation entre les filles, les femmes et leur père. En fait, c'est pareil. C'est comme ça aussi. Entre les parents et les enfants, c'est toujours idyllique. C'est toujours idyllique, en fait. Et parce que l'homme, il va toujours croire que même si ma femme est pas... Ma mère n'est jamais partie, elle va rester avec moi. Donc, il a quelque chose. Il a une tendresse pour sa maman. Et il pense que sa femme, bon, elle vient d'ailleurs, elle n'est pas de chez moi, elle n'était pas là quand j'étais née, elle n'était pas prête, elle n'était pas là. Donc elle vient, elle peut partir, ma maman, elle va rester avec moi. Donc il a gardé cette idée-là, sa maman comme le Dieu qu'il est toujours là pour le protéger et tout. Donc il a toujours là, même si c'est sa maman qui fait des problèmes, qui crée des problèmes entre lui et sa femme. Il ne regarde pas ça. Même si, il y a des fois, oui, il y a des hommes qui... C'est le maman qui vient dans la maison pour chercher des problèmes. C'est eux qui va venir taper. En fait, Dieu voit une femme qui, la belle-mère, sa belle-mère, elle a venu le frapper à la maison. Et le mari n'a rien dit.
Et même s'il va dire quelque chose, il va dire à sa femme qu'il ne faut pas qu'on te réponde à maman, il faut le respecter comme ça, tout au terre. Comme ça, tu n'as pas oublié de parler, tu n'as pas oublié de répondre parce qu'il faut le donner, il faut le respecter, ma maman. Donc, je vais ranger, t'inquiète pas, je vais ranger. Mais il ne rien du tout. Et ranger rien du tout. Madame Arène, bonjour. Oui, bonjour Lydie, bonjour. Les invités. Bonjour. Ouais, je voulais intervenir à l'émission. Donc, je voulais dire qu'en Afrique, nous avions eu d'une manière générale des mères qui supportaient toute forme de violence et d'injustice au sein de leur foyer. Donc, c'est une des raisons, à mon avis. Donc, les enfants issus de ces mères vont rechercher les femmes à leur image, c'est-à-dire à l'image de ces mamans qui supportaient tout et qui étaient soi-disant soumises. Il est important pour rompre ce fléau que les femmes victimes de violences se prennent en main et se défendent. Parce que nos enfants doivent avoir une image valorisante des mamans. Et quand une mère se défend face aux violences de son mari, cela renforce la confiance en soi de l'enfant. Donc, quand un enfant qui a vu une maman qui s'est défendue, je pense à son avis, il ne reproduira pas ces mêmes souffrances à sa femme. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci, madame. Alors, on entend depuis tout à l'heure, il faut que les femmes se défendent, il faut qu'elles prennent les choses en main. Mais, à votre avis, à votre humble avis, pensez-vous que quand on est déjà dans ce cycle-là de la violence que l'on subit, on a suffisamment de ressources pour pouvoir relever la tête, ou est-ce qu'il faut vraiment que la coupe soit archi pleine pour que ça crée un déclic? Alors, à mon homme, la vie, donc, je pense que c'est une situation qui est très difficile à vivre, c'est évident. Il faut sûrement chercher de l'aide auprès d'associations de ce type-là. J'ai en tête un reportage que j'avais vu qui parlait de la violence faite aux femmes et qui expliquait qu'il y avait des cycles de violence entre le couple et que plus ces cycles étaient rapprochés, c'est-à-dire le cycle où il y a un pic de violence, et puis juste après il y a une réconciliation entre l'homme et la femme. Voilà, ils appelaient ça la lune de miel, où en fait tout redevenait rose et le mari était très attentionné, etc. Et plus ces cycles étaient rapprochés, des formes de spirales, et plus les spirales, les lunes de miel entre guillemets étaient beaucoup plus réduites, il y avait urgence à ce que la femme s'extirpe de cette situation en partant, en cherchant de l'aide ailleurs, sous peine peut-être d'arriver à quelque chose d'une issue fatale de cette relation. Et quelquefois, est-ce qu'on pourrait penser que les femmes vont plus se concentrer sur ces lunes de miel nombreuses et peut-être invisibiliser les mauvais moments en disant « je regarde le beau temps, je ne regarde pas la pluie ». Effectivement, c'est dur de prendre du recul par rapport à ça et je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on sent que sa vie est en danger, et après il faut savoir si on arrive à le mesurer, mais je pense que voilà, est-ce qu'on arrive à le mesurer? Et je pense qu'un regard extérieur de personnes qui connaissent le sujet est important. Et qui n'est pas dans l'affect aussi en se disant oh le pauvre homme il a juste trop bu ou il a trop l'image de son enfance dans la tête, qui va peut-être prendre les choses avec un peu plus de froideur. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est... Il ne faut pas qu'on oublie que le mariage n'est pas fait pour l'homme, pour frapper sa femme. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je vais insister? Peut-être, il y a des fois, c'est quand même, c'est dur, mais il faut quand même accepter. La première fois, l'homme, il frappait sa femme. Première fois, il a fait. Il ne faut pas penser qu'il le fait plus, il va faire encore deuxième fois. Mais il existe des hommes qui ont tapé, qui ont arrêté de taper tout de même. Attendez, il va arriver en autre manière de continuer la violence. Je vous ai dit tout à l'heure que la violence, ce n'est pas seulement physique. Oui. Il va le faire encore. Parce que pourquoi les choses qui l'ont poussé jusqu'à il le frapper première fois, mais est-ce que vous pensez qu'un homme ne puisse pas se dire bon, alors j'ai été un peu exagéré dans ma manière de procéder, je vais faire autrement? Vous ne pensez pas que c'est de l'ordre du possible? Mais je vais vous dire, qu'est-ce que je vais vous dire? Regardez, il y a une femme qui parlait tout à l'heure. Elle a dit elle était là, sa femme, elle était mariée avec depuis 11 ans, son mari n'est jamais frappé. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui frappent. Non, mais j'entends bien, mais la question est celle-ci. Ne pensez-vous pas qu'il soit possible pour un homme de revenir à de meilleurs sentiments de manière définitive? Vous êtes dubitatif. Ce sera très, très difficile pour cette femme, pour l'accepter. Pour l'accepter qu'il a bien changé. Pour l'homme, est-ce que c'est possible? C'est possible, mais pas
c'est quand même, c'est très difficile de... Nous allons prendre monsieur à Londres. Bonjour. Bonjour madame, bonjour Lady, bonjour à toutes les femmes de là. Bonjour. Je voulais dire que nous vous aimons tous, toutes, parce qu'on aime toutes les femmes, parce que les femmes sont nos mères d'abord. Et de manière paradoxe, hier c'était la fête des mères à Londres ici, le 18 mars. Et donc on était très contents. Et par rapport à cela, je voulais apporter ma petite contribution. Je voulais dire que faudrait que les femmes puissent savoir que le combat qu'elles mènent, c'est-à-dire ces genres d'émissions, comme Lady l'avait parlé la semaine dernière, si nous menons le combat, c'est pour le bien-être des hommes. Et je suis très d'accord avec cette pensée assez philosophique. Mais il y a une chose que la femme doit savoir, parce que quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est vrai, la femme a dit, il y a une intervenante qui a dit que les femmes parlent beaucoup. Et cela essaie d'engrener, voyez, la situation, parce que c'est vrai, on peut se fâcher, on peut avoir du regret parce que mon mari m'a fait ceci, mais parce que lorsqu'on parle beaucoup, vous voyez, on dit des choses sans s'en rendre compte. Et ces choses sont prises en compte par les camarades ou les gens de l'extérieur. Et c'est ce qui fait que l'être humain, ou du moins l'homme, est quand même un peu, je dirais qu'il a du mal. Et c'est ce mal qui se manifeste par cette violence. Mais je condamne cela, en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que s'il y a des associations qui luttent pour que la femme soit protégée, j'aimerais aussi qu'il y ait la même association qui lutterait pour que la femme ne puisse pas parler de manière violente à son mari. Parce que c'est ça qui mène. C'est comme si vous mettez un peu de l'huile sur le feu. Et c'est parce que la femme parle un peu trop. Et la parole de la femme pique. Et comme elle parle trop et que l'homme est beaucoup réservé, arrivé à un certain moment, et il n'en peut plus. Et c'est là. Mais je ne dis pas aux hommes de faire cette violence. Parce que vous voyez dans nos sociétés africaines, avant, nos parents battaient les femmes, faisaient ceci, mais on arrivait à une génération où peut-être sur 100%, peut-être dans tout le monde entier, peut-être il y aura peut-être 30% des hommes qui battent les femmes. Cela veut dire qu'il y a un effort assez considérable qui a été fait par les femmes. Donc je tire le chapeau aux femmes. Mais ce que je voulais savoir, je voulais qu'elles fassent, qu'elles s'abstiennent de parler trop et qu'elles s'abstiennent de provoquer leur mari. Et je pense qu'avec... Merci, monsieur. Alors, épouser des femmes muettes, peut-être que ça va arranger les choses. Très sérieusement, il nous dit il y a un mieux, ça veut dire le mieux n'étant pas qu'il y a moins d'hommes qui frappent leurs femmes, mais le mieux est qu'il y a moins de femmes qui provoquent, en quelque sorte. Et il nous dit les hommes sont le feu et les femmes sont de l'huile. Je vous avais dit tout à l'heure, comme les femmes qui parlent comme ça, la femme qui parle comme ça, elle n'est pas commencée comme ça. L'homme, il ne veut pas communiquer, il est évité de parler, il y a un problème à la maison. Il faut une communication, il faut un dialogue. Tout le monde vous venez vous s'asseoir et vous parlez tous les deux. Mais parce qu'elle parle, il a dit, on va parler tout à l'heure, je reviens. Il part au travail le soir, il revient le soir. Il est là, elle a commencé de jeter des mots petits comme ça, de parler. Mais il a dit, ah non, pas maintenant, il faut que je mange. Il a fini de manger. Et après, il est devant la télé, il regarde la télé, soit il regarde le foot. Et elle vient à soi, elle commence de parler avec lui. Il cherche encore, il a un téléphone, tout ce qu'il prend un téléphone, il commence d'appeler son copain, je ne sais pas qui. Et après, il finit, et le soir, il devait dormir. Est-ce qu'on peut parler ça demain? Donc, il commençait de pousser. Et, attendez, c'est comme s'il prend cette femme, comme si elle est pour rien. Elle aussi, peut-être, le lendemain, elle va chercher, elle est devant la porte. Tout papa, il faut qu'on parle. Donc, si elle bloque la porte, les deux, ils commencent de parler. Et après, il dit, mais tu parles trop. Tu parles trop, je sais, je suis en retard, il faut que je parle au travail. Non, on va finir cette dialogue, on va finir ça maintenant. Non. Disons, ça commence. Et après, il va dire, elle me respecte. Comment elle va le respecter? C'est quand même, c'est un problème. Parce que c'est des choses qui commençaient. Parce que l'homme, il évite de dialogue. Et les femmes, pourquoi on parle? C'est parce qu'on voulait nous exprimer. Et l'homme, il ne faut pas, ils sont toujours occupés avec autre chose.
Mais alors, c'est ça les bagarres. Parce que s'il écoute, s'il est là, il est vraiment là, il écoute, ça va donner... Parce que l'homme, les femmes, quand même, on n'est pas un chien, on est humain quand même. On a des peaux, on a les chairs, on sentit des choses quand même. Nous allons prendre monsieur au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, bonjour. Oui, c'était pour participer à votre émission, l'a dit. Oui, monsieur. La dame qui parle là, les hommes, il faut que les hommes respectent les femmes. Mais les femmes aussi doivent respecter les hommes. Il y a des fois des provocations, il y a des dames qui provoquent les hommes, qui créent une ambiance dans la famille qui ne devrait pas être. Parce que quand une femme, elle vient, elle trouve son mari à la maison, elle est au téléphone du matin au soir, elle n'a pas le temps de parler avec son mari. Quand une femme parle à son mari, quand son mari lui parle, elle engueule. Quand son mari lui adresse la parole, elle ne l'écoute pas. La femme dit, je fais ce que je veux. Elle sort, elle fait ce qu'elle veut. On est en France, surtout nos femmes africaines. Quand ça les arrange, ils disent que, oui, c'est vous le chef de famille, vous devez faire ça. Quand c'est pas son intérêt, ils disent, ah, on est en France, on est à pied d'égalité. Mais quand il faut payer, quand il faut faire des dépenses, alors on est en Afrique, on fait les coutumes de l'Afrique. Il y a des choses qui ne peuvent pas marcher dans un foyer. Il faut qu'on se respecte. Moi, je vous respecte, il faut me respecter. Merci, mais quand monsieur. tu ne me respectes pas... Alors, je voudrais quand même que vous réagissiez à cela. Il dit, est-ce que on essaye d'avoir un regard croisé tout de même sur cette discussion? Certes, vous n'êtes pas personnellement mis en cause, mais ça ne vous dispense en rien de rentrer dans la mêlée. En gros, dans ce que dit monsieur, c'est que vu d'Afrique, on voudrait que les hommes, quand ça arrange les femmes, fassent un certain nombre de choses, et quand ça ne les arrange pas, elles voudraient faire valoir en Europe, en France notamment, la liberté, l'égalité entre les femmes et les hommes. Comment les choses s'articulent-elles dans un ménage franco-français, par exemple? Disons, moi, des premières choses, déjà, je suis assez interloquée par tous les témoignages masculins qu'on a eu au téléphone, parce qu'ils sont tous les mêmes. Et je pense que ces messieurs ont des problèmes de communication avec leurs épouses. Ça arrive avec tout le monde. Après, le respect, c'est une chose. On peut parler, s'engueuler, comme on dit. Voilà, mais sans pour autant en venir à la violence physique. Donc tout le monde a des problèmes dans le couple. Le respect, c'est aussi de pas en venir à molester l'autre personne. C'est ça la base du respect. Après, qu'il y ait des disputes verbales, c'est une chose. Et quand il parle de coutume, les choses évoluent, on évolue avec son temps aussi, et heureusement, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important aussi qu'il y ait des lois qui soient là, pour qu'il y ait des choses légales qui soient actées, et qu'on sache qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi sous prétexte d'un lien marital. Frapper quelqu'un, que ça soit un homme ou une femme d'ailleurs, ou un enfant, c'est répréhensible par la loi, point. Après, si on a des disputes et qu'on n'est pas d'accord avec son épouse, c'est une chose. C'est un problème de communication. On va chez un psychologue, chez un psychothérapeute, si vraiment il faut. Le respect, on doit pas le faire imposer par la violence et par les points. Alors, elle nous décrivait ce manque de communication, ce manque de volonté de la part des hommes, souvent, de vouloir traiter de telle ou telle question qui, au domestique, se pose, donc qui repousse à demain et après-demain, et ça n'est jamais le bon moment de pouvoir échanger. Ils sont trop fatigués, ils sont trop pressés, ils ont trop sommeil, ils ont trop football. Il y a toujours trop quelque chose qui fait qu'ils vont différer le moment d'échanger. Oui, c'est vrai, mais ça se passe dans tous les couples. Mais est-ce que c'est une raison parce qu'on est excédé, parce que sa femme, elle n'arrête pas de parler, ou de vouloir avoir des réponses qu'on n'a pas envie de lui donner, ou on n'a pas envie de se poser les questions? Est-ce que c'est une raison pour en venir aux mains? Non, pas du tout, absolument pas. Effectivement, mais c'est les relations homme-femme, et de couple, tout simplement, même au-delà de homme-femme, de couple, c'est... Nous allons prendre madame au téléphone avant coucou pour une deuxième intervention. Madame, bonjour. Oui, bonjour Lydie. Et bonjour à toutes les femmes qui sont sur le plateau et tout. Je voulais intervenir concernant le débat d'aujourd'hui.
Et ben moi je voulais dire que certes peut-être qu'il y a les femmes parlent un peu trop, mais souvent aussi les hommes, quand les femmes veulent aborder un sujet avec eux, veulent leur parler d'un truc important, après quand tu commences, ils te disent non, tu les embêtes. C'est-à-dire que d'abord ils n'écoutent même pas ce que tu as leur dit. Mais immédiatement, ils disent, tu m'embêtes. Donc, à chaque fois, bon, tu dis, bon, pour éviter les histoires, tu laisses. Mais arrivé un moment aussi, tu en as marre. Tu en as marre et tu veux dire ce que tu penses. C'est pas une histoire de parler trop, mais c'est une histoire de donner son opinion par rapport à quelque chose. Voilà. Et ben, moi, je dis aussi, je parle par rapport à la violence conjugale. Ben là, ici, moi, j'ai remarqué, parce que moi, je suis en France, j'ai pas dit où je suis, mais... ben là, moi, au début, quand je suis arrivée et tout, avec mon mari, c'est un blanc, un français, et ben là, il a commencé à me... D'abord, il voulait même pas que je sorte. Il me dit, une femme, elle reste à la maison, elle fait tout à la maison, parce que moi, je suis africaine, quoi, mais lui, il est blanc. Une femme, elle reste à la maison, elle fait tout ce qu'il y a à la maison, l'homme, il fait rien à la maison. C'est comme si, en quelque sorte, la femme était une boniche. Et bien, donc c'est moi qui dois tout faire à la maison. Même le jour que tu fais, même quand une fois, je me rappelle bien, j'étais malade. J'avais la fièvre toute la nuit, j'ai pas dormi du tout. Il m'a bien vu que la nuit, j'ai pas dormi. Le lendemain, il n'allait pas au travail parce que c'était le week-end. Mais monsieur, il était assis dans le canapé. Il s'est même pas levé parler, ne fait que griller, ne fait que chose, rier. Un œuf pour qu'il mange lui-même. Il a attendu à ce que ce soit moi qui me lève dans ma maladie pour venir faire à manger. Donc moi je me dis, ben où allons-nous? On est au 21e siècle, on n'est plus autant jadis. Hein. Merci madame pour ce témoignage. Des réactions, Séverine? Oui, comme je disais, je pense que c'est les problèmes de couple, c'est pas forcément d'ailleurs la culture ou l'origine, les rapports, les attitudes machistes que peuvent avoir certains hommes. C'est une chose, les relations de couple. Après, la violence, c'en est une autre, je pense. Vraiment, je pense pas qu'on est ici aussi pour parler des querelles qui peuvent y avoir. Puisque cela peut engendrer quand même la violence. Et pour moi, il y a un fossé. Après, certes, les attitudes machistes et le fait de considérer des femmes, comme disait la personne qui vient d'appeler, comme une boniche, c'est aussi une vision qu'on a de la femme qui n'est pas bonne pour valoriser la femme et qui peuvent, à long terme, induire certains comportements. Je vais pousser plus loin le bouchon. Si vous étiez à la place de madame, comment réagiriez-vous au comportement de cet homme? Mal. Mais encore. Je ne sais pas si elle est encore avec cet homme, mais c'est vrai que... Oui, parce qu'elle m'a entendu, elle a dit « je ne veux même pas dire où je suis ». Ce qui est révélateur de cette omerta dont on parlait, ce silence. Comment réagiriez-vous aussi? Moi, personnellement, je n'ai pas été élevée, je parlais tout à l'heure de l'image des parents qui est importante aussi dans notre développement personnel, qu'on soit un homme ou une femme. Oui. Moi, je n'ai pas été élevée comme ça. Personne n'a été élevé en disant « tu devras prendre des coups, ma chérie ». Non, je voulais juste dire... Oui. Non, ça, c'est une autre chose, mais je veux dire tout simplement l'entente entre l'homme et la femme dans le foyer, la répartition des tâches ménagères. Quand elle disait que elle était souffrante et que son mari, son compagnon ne l'aidait pas du tout dans aucune tâche, moi, je n'ai pas été élevée comme ça. Donc après, c'est aussi l'image qui ont été renvoyées par les parents et c'est une chose qu'on doit changer aussi en tant que femme. On ne doit pas aussi laisser faire son compagnon sous prétexte qu'il a été élevé d'une certaine façon par ses parents. C'est aussi à nous de nous affirmer et de dire non, chez moi, on s'aide mutuellement à faire à manger, à faire le ménage, etc. Et, voilà. Je gratte encore un tout petit peu. Donc, si vous étiez à sa place, que feriez-vous au regard de votre éducation et de l'éducation de ce monsieur? Comment réagiriez-vous concrètement? Elle l'a dit, monsieur ne la laisse pas sortir. Il lui dit, les femmes, c'est à la maison, elles ne doivent pas sortir. Elle est malade, elle n'est pas malade, il faut qu'elle fasse à manger. Comment vous réagissez dans une situation comme celle-là? Je pense que je ne serais pas avec cette personne-là, tout simplement. Donc, je ne sais pas si je pourrais être à la place de cette dame, mais moi, ça ne me correspondrait pas en tout cas. Ça ne correspond à personne, je peux vous le confirmer. Alors, on dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Et si Dieu était une femme, c'est le titre de la chanson que va nous interpréter Coucou, artiste, musicien, soldat de la paix, originaire du Nigeria, qui est avec nous sur le plateau. What if God was a woman? We're listening to you, Coucou. Regardez avec nous.
I want her to say glory to her instead of him. She got me thinking Jesus was a man, Muhammad was a man, every savior was a man. With the power she possessed, I really questioned why she was never a prophet, according to the books. After all, man wrote the Bible, wrote the Torah, wrote the Quran. Chances is that if he lies today, he probably lied yesterday. What if God is really a woman? What if God is really a woman, not a man? What if God is really a woman? What if God is really a woman, not a man? They say God created woman from the rib of a man, more like its backbone. Since creation of this earth, she's been the pillar of the downfall of a man. Whoa, whoa. For years she's been oppressed, told inferior to a man, told to stand behind a man no more. The revolution will be mama's. The world depends on her for the survival of this race. What if God is really a woman? What if God is really a woman, not a man? What if God is really a woman? What if God is really a woman, not a man? Would you be too proud to worship a woman? What if the Savior shows up as a little girl? Would you crucify her? Would you call her a phony, like you did that other guy? What if God is really, 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 really a woman? What if God is a woman, woman, woman? Oh yeah. Excuse me if I ask, what if God is really your mother? What if God is really your sister? What if God is really your daughter? What if God is really that call girl in the alley selling tricks in the heat of the night? Everybody said, say girl, say yeah, yeah. Merci, c'était Coucou qui nous chante que serait le monde si les femmes, si Dieu était une femme. Il nous dit que la révolution serait tout autre chose parce que les femmes seraient responsables de ce qui se fait. Il y aurait peut-être un peu moins de guerre. Alors pardonnez-moi, nous dit l'artiste, ça n'est pas blasphème. Imaginez que Dieu est votre mère, votre sœur, votre fille. Il y aurait peut-être un peu plus de douceur dans ce monde de brut. Nous allons donc finir en rappelant, et je vous laisse le soin de le faire, Séverine Berger, la prochaine date de l'artiste Coucou qui nous a rejoint sur ce plateau. Coucou du Nigeria. Où peut-on aller entendre tout ceci? Toute cette douceur qui réconcilie avec la vie? Il sera en concert le 14 avril à Paris, à la Galerie Goutte de Terre, métro Voltaire.
J'ai là entre les mains le CD, DVD, CD de l'artiste Coco. Thank you, Coco, for what you've said. I mean, you don't want to tell us, but I mean, you're singing, which is much, much better. Les gens comprendront peut-être que chanter cet encouragement à prendre la femme comme son alter ego, en chanson, c'est quand même bien plus joli que en parole, le militantisme n'ayant pas toujours beaucoup d'adeptes. Au moins, la musique, elle, qui radoucit les mœurs. Merci en tout cas d'être venue. Merci à vous, Séverine Berger, d'avoir accepté de participer à cette émission. Toutes les femmes ont leur place sur le plateau de Lady vous écoute. Les hommes aussi, quand bien même ils ne nous diraient pas ce que nous attendons qu'ils nous disent. Je voudrais, moi, finir aussi en montrant vos nombreux ouvrages. Presence Aye Lotan, Anaïka, donc, qui parle de la violence en l'endroit des femmes. Mais vous avez aussi écrit sur l'immigration, le goût de la famine, hein, Taste of Hunger. Ce sont aussi là les boires et déboires, que dirais-je, les manger et les démanger d'un parcours migratoire quelquefois douloureux. Et puis Shade of the Sun. Alors, de quoi cela parle-t-il? C'est aussi le permis de séjour, dit-on, le titre de séjour des immigrés. Et puis, enfin, The Fallen Lady, celui que j'ai entre les mains. Que de belles merveilles. Vous passez votre temps à écrire tout le temps? Oui. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à vous qui nous regardez, fidèles à Lady vous écoute. Merci, coucou. Soldier of Peace, definitely. Merci à toi. À demain pour une autre édition. Et d'ici là, mesdames, messieurs, courage. Voilà. Et la nuit tombe progressivement sur le village de Lady vous écoute. Au revoir.